Craint comme le roi ensorcelé, Charles II d'Espagne est connu pour son apparence choquante et les effets dévastateurs de générations de consanguinité. Mais derrière ce monarque brisé se trouvaient deux jeunes reines forcées à entrer dans un mariage qu'elles ne pouvaient pas refuser. Leurs histoires sont celles du devoir, du désespoir et d'une union royale qui finirait en tragédie et plongerait l'Europe dans la guerre. Avant d'explorer les épouses du roi Carlos II, nous devons nous pencher sur la vie de l'homme lui-même. Carlos, ou Charles, est né le 6 novembre 1661. Il était le plus jeune fils du roi Philippe IV d'Espagne et de Mariana d'Autriche. Bien qu'il ait eu des frères aînés, ils étaient soit illégitimes, soit décédés avant lui. Par exemple, son demi-frère Balthazar Charles avait longtemps été l'héritier du trône, mais il est mort en 1646, une semaine avant son 17e anniversaire, d'un cas suspecté de variole. Ce contexte familial signifiait que Carlos devint le roi Carlos II d'Espagne, à la mort de son père, le 17 septembre 1665. Cela se produisit quelques semaines avant que Carlos n'atteigne l'âge de 4 ans, et une longue minorité s'ensuivit, durant lequel sa mère, Mariana d'Autriche, et son demi-frère illégitime, Jean d'Autriche, se disputèrent le contrôle du gouvernement. Une partie de la raison de cette lutte pour le pouvoir à la cour était la conscience largement répandue que, même lorsque Carlos atteindrait sa majorité, il pourrait ne pas régner de manière indépendante. Il souffrait de divers problèmes de santé graves, et ses contemporains reconnaissèrent déjà que son état limiterait son autorité. Les historiens et les experts médicaux débattent encore de ce dont il souffrait exactement, mais les archives dressent un tableau sombre. Son corps ne s'est jamais pleinement développé. Il avait du mal à marcher sans assistance, et il avait la mâchoire des Habsbourg très prononcée, ce qui rendait la mastication et la parole difficiles. Les récits contemporains évoquent également des retards de développement et des limitations intellectuelles. Beaucoup à la cour pensaient que ses problèmes physiques et intellectuels étaient si contre nature qu'ils devaient être le résultat de la sorcellerie. En conséquence, Carlos II d'Espagne devint connu sous le nom d'El Regisado, le roi ensorcelé. La réalité, cependant, était bien plus troublante. On pense généralement que son état était le résultat d'une consanguinité sévère. Pendant des générations, les branches espagnoles et autrichiennes des Habsbourg se sont mariées entre elles. Cela avait conduit à ce que des cousins proches aient des enfants ensemble, génération après génération. Par exemple, son père, Philippe IV d'Espagne, était à la fois l'oncle et le mari de sa mère, Marianne d'Autriche. À l'origine, elle devait épouser son fils, Balthazar Charles, mais après la mort de ce dernier en 1646, Philippe a épousé sa propre nièce à la place. Les problèmes de santé chroniques de Carlos étaient presque certainement liés, au moins en partie, à cette longue histoire de consanguinité. Certains historiens ont suggéré qu'il aurait pu souffrir d'hydrocéphalie, une accumulation de liquide céphalo-rachidien dans le cerveau, mais sa condition exacte reste incertaine, et la plupart des spécialistes pensent que ces maladies avaient de multiples causes. Quelle que soit la réalité de son état, cela donna à Carlos une apparence frappante et inhabituelle qu'il était difficile de dissimuler en personne. Et pourtant, les portraits racontaient une toute autre histoire. Les peintres de la cour espagnole adoucissaient soigneusement ses traits, le présentant comme digne, voire même plutôt beau, aux prétendantes étrangères. Parce que malgré tout, l'avenir de l'Espagne dépendait d'une seule chose. Carlos avait besoin d'une reine. Comme tout roi, Carlos devait se marier pour assurer sa dynastie. Dès son plus jeune âge, ses contemporains doutaient qu'il soit capable d'avoir des enfants étant donné sa santé fragile. Pourtant, malgré ses inquiétudes, le roi devait essayer, d'autant plus que la lignée masculine directe de la branche espagnole de la maison de Habsbourg était devenue dangereusement mince. Dans les années 1670, des négociations étaient en cours à travers l'Europe pour trouver une épouse convenable au soi-disant roi ensorcelé. Au départ, il y eut des discussions selon lesquelles Carlos pourrait épouser sa propre nièce, Maria Antonia d'Autriche, la fille de Léopold Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique, et de sa propre sœur, Marguerite Thérèse d'Espagne. Une telle union aurait solidement maintenu la couronne d'Espagne chez les Habsbourg, mais aurait encore accru la consanguinité déjà extrême. Cependant, cette union s'est révélée impraticable. Maria Antonia était très jeune, et l'Espagne ne pouvait attendre. Avec la succession de plus en plus incertaine, la priorité était claire. Le roi avait besoin d'une épouse et d'un héritier le plus rapidement possible.
Il y eut également de brèves considérations pour une alliance portugaise avec Isabelle Louisa, princesse de Baïda de la maison de Bragance, suggérée comme épouse potentielle. Une telle union aurait pu aider à stabiliser les relations sur la péninsule ibérique après des décennies de tensions. Pourtant, l'idée n'a jamais vraiment pris d'ampleur et a été mise de côté. Une alliance française, cependant, s'est révélée bien plus attrayante. Les relations entre l'Espagne et la France étaient tendues depuis des années, en particulier sous Louis XIV, dont les guerres dans les années 1660 et 1670 avaient privé l'Espagne de territoires précieux dans les Pays-Bas et le long de sa frontière orientale. Un mariage royal offrait une chance, aussi fragile soit-elle, d'apaiser cette rivalité. Et ainsi, enfin, une mariée fut choisie. Finalement, c'est Marie-Louise d'Orléans qui deviendrait l'épouse de Carlos. Elle est née le 26 mars 1662 à Paris et n'avait que quelques mois de moins que Carlos. Marie était la fille de la princesse Henriette d'Angleterre et de Philippe Ier, duc d'Orléans, le frère cadet de Louis XIV. Ainsi, Marie était la nièce du roi. Marie-Louise était également la cousine issue de Germain de Carlos, car sa grand-mère était Anne d'Autriche, une fille du roi Philippe III d'Espagne, le grand-père de Carlos. Le couple était aussi cousin au second degré à cause de liens familiaux complexes. Beaucoup des vies d'Antoulie dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Après sa naissance, on disait que ses deux parents étaient déçus que l'enfant soit une fille. Sa mère aurait même crié « Alors jetez-la dans la rivière », bien qu'elle ait rapidement été calmée par sa belle-mère. Malgré ce début dramatique, Marie-Louise devint la préférée de son père. Elle a eu une enfance chaleureuse et heureuse, passant la plupart de son temps au palais royal. Elle était particulièrement proche de ses deux grands-mères, Anne d'Autriche qui la gâtait et lui laissa plus tard un héritage considérable, et Henriette Marie de France chez qui elle séjournait souvent à Colombes. Malheureusement, en 1670, alors que Marie-Louise n'avait que 8 ans, sa mère mourut subitement. L'année suivante, son père se remaria, prenant Élisabeth Charlotte du Palatinat pour nouvelle épouse. Malgré cela, Marie-Louise allait entretenir une relation chaleureuse et affectueuse avec sa belle-mère. Elle reçut également une éducation soignée et complète, apprenant à monter à cheval, chanter, danser et jouer d'instruments comme le clavecin, tout en maîtrisant l'art de la conversation formelle à la cour, le tout sous la surveillance attentive de sa gouvernante. De plus, ses contemporains parlaient d'elle en termes élogieux, l'un d'eux affirmant qu'elle avait une présence élégante, une stature bien proportionnée, avec un visage serein et flatteur. Ses cheveux étaient épais et châtain foncé, ses sourcils étaient intarqués et ses yeux étaient noirs, vifs, grands et majestueux. Son front était large et blanc, ses lèvres étaient pleines et légèrement arrondies, son nez était fin et bien formé. Sa manière était gracieuse et parfaite. En juillet 1679, Marie-Louise fut informée qu'elle devait épouser le roi d'Espagne. Elle en fut dévastée et l'on dit qu'elle passa des mois à pleurer. C'est parce qu'elle était profondément attachée à son cousin,
Louis le Grand Dauphin, qui avait à peu près son âge, et elle avait autrefois espéré devenir reine de France. Mais elle n'avait pas le choix. La décision avait déjà été prise. Elle a alors quitté la France pour l'Espagne, sans jamais revenir. Marie-Louise a rencontré Carlos pour la première fois le jour de leur mariage, l'épousant en personne le 19 novembre 1679 à Quintana Pala, près de Burgos. Il avait 18 ans. Elle n'avait que 17 ans. La vie de Marie comme reine d'Espagne était complexe. Bien que Carlos soit souvent présenté comme impuissant, il n'était pas totalement incapable et conservait un certain degré de capacité mentale et physique. Dès le début, il fut profondément épris de sa jeune épouse, clairement captivé par sa beauté. Elle, en revanche, était bien moins enthousiaste. Confrontée à sa fragilité et à son apparence étrange, on dit qu'elle a été choquée. De plus, leurs tentatives d'avoir des enfants ont échoué, et cela était presque certainement dû à l'état de Carlos, bien que les membres de la cour et les ministres du gouvernement n'en parlaient pas de manière très directe. De plus, Marie-Louise trouvait la cour espagnole d'une formalité étouffante. Ses déplacements étaient strictement contrôlés, et ses journées sont rigoureusement structurées avec des repas pris en silence et souvent seuls. Elle s'est également heurtée à Juan Francisco de la Cerda, 8e duc de Medina Celi, qui était devenu le principal ministre du gouvernement de Carlos dans les années 1680. Il pensait que l'ambassadeur français, Pierre de Villa, avait trop de pouvoir à la cour d'Espagne, en tant que proche confident de Marie-Louise à Madrid. Villa fut finalement expulsé d'Espagne en 1681, ce qui mena à une nouvelle guerre entre la France et l'Espagne en 1683. Pendant la guerre des Réunions, la position de Marie-Louise à la cour d'Espagne était particulièrement difficile. À la fin des années 1680, il était devenu évident que Marie-Louise ne pourrait jamais avoir d'enfant. Elle fut largement blâmée pour cet échec et soumise à des traitements de fertilité primitifs qui n'ont fait qu'aggraver sa santé, la laissant avec de graves problèmes intestinaux. Elle avait également développé un goût pour les boissons sucrées à base de citron, de cannelle et de beaucoup de sucre, et elle commença à prendre du poids. Au début du mois de février 1689, elle tomba gravement malade. Une forte fièvre s'installa, accompagnée de douleurs abdominales intenses, de convulsions et de vomissements. Des médecins furent appelés sans pouvoir faire grand-chose. Son état fut jugé désespéré. Au fil des années, elle s'était beaucoup attachée à Carlos, et sur son lit de mort, on raconte qu'elle lui aurait dit « Beaucoup de femmes pourront être avec Sa Majesté, mais aucune ne l'aimera plus que moi ». Marie-Louise d'Orléans est morte le 12 février 1689 à seulement 26 ans. Carlos était dévasté et on dit qu'il l'a aimée jusqu'à la fin de sa vie. Des rumeurs se sont vite répandues en France affirmant qu'elle avait été empoisonnée. Cependant, une autopsie n'a trouvé aucune preuve pour étayer cela. Sa mort a très probablement été causée par une appendicite, bien qu'un cas grave d'intoxication alimentaire ait également été évoqué. Elle a été inhumée dans la crypte royale de l'Escurial. La mort de Marie-Louise a provoqué la panique à Madrid. Bien que quelques-uns croyaient encore que Charles pouvait avoir des enfants à ce moment-là, l'espoir avait toujours existé qu'il en aurait. De plus, avec sa santé qui continuait de se détériorer, il était évident que le temps jouait contre lui. En quelques semaines, la recherche de la seconde épouse de Charles était lancée. La femme qui fut finalement choisie était Marianne de Neubourg. Elle est née le 28 octobre 1667 au palais de Benrath, près de Düsseldorf. Elle était le 12e enfant de Philippe Guillaume, électeur palatin, l'un des princes les plus puissants du Saint-Empire romain germanique, et de son épouse, Élisabeth Amélie de Hesse-Darmstadt. Dans une rare dérogation au protocole établi des Habsbourg, Marianne n'était pas trop proche parente de Carlos, puisqu'ils n'étaient que de lointains cousins, issus de germains avec une génération d'écart. Issue d'une famille régnante plus modeste, le gouvernement espagnol a indiqué que sa mère avait eu au moins 16 enfants, dont la majorité a atteint l'âge adulte. Et ils espéraient que cette fertilité se transmettrait à Maria Anna et qu'elle donnerait ainsi un héritier au trône d'Espagne. Maria Anna était également décrite comme attirante, grande, mince et bien proportionnée. Ainsi, en août 1689 seulement, 6 mois après la mort de Marie-Louise, Maria Anna et Carlos se sont mariés par procuration. Le mariage officiel a eu lieu en Espagne le 14 mai 1690 au monastère de San Diego, près de Valladolid. Maria Anna avait 22 ans tandis que Carlos en avait 28. Lorsque Maria Anna a vu son mari pour la première fois, elle connaissait déjà sa réputation de mauvaise santé et de déformation, qui n'avait fait qu'empirer avec l'âge.
Quoi qu'elle en ait pensé, elle ne l'a pas exprimé et s'est plutôt concentrée sur son devoir en tant que reine. Elle a tout tenté pour donner un héritier, multipliant les relations avec le roi et prétendant parfois être enceinte. En même temps, elle a encouragé Carlos à suivre un traitement pour améliorer sa fertilité, précisant bien que l'échec à donner un héritier ne lui incombait pas uniquement. Comme si cela ne suffisait pas, elle a également été associée aux exorcismes du roi, réalisés dans la croyance qu'il était ensorcelé. À Madrid, l'hostilité envers la reine grandissait, et des vers satiriques circulaient, la dépeignant comme une figure sinistre, presque démoniaque. Malgré cela, Maria Anna acquit rapidement le statut de mère présumée du futur monarque et devint une figure majeure à la cour et dans la politique européenne. Alors que Britanniques, Autrichiens et Néerlandais s'efforçaient d'assurer la succession des Habsbourg d'Autriche au trône d'Espagne, plutôt qu'un candidat français, à la mort de Carlos. Les membres de la cour pensaient que Carlos mourrait bientôt. En effet, toute l'Europe attendait de voir cela se produire et s'attendait à un conflit inévitable s'il n'y avait pas d'héritier pour revendiquer le trône. Au milieu des années 1690, Carlos était en grande partie alité et son corps s'effondrait. À ce stade, il était devenu évident que leur mariage ne donnerait pas d'enfant. Carlos était presque certainement impuissant et on prétend qu'il n'avait qu'un seul testicule, qui était décrit comme noir comme du charbon. En novembre 1698, Carlos publia son testament, nommant Joseph Ferdinand de Bavière comme son successeur, à condition qu'il hérite d'une monarchie espagnole indivise. Joseph Ferdinand était le fils de la nièce de Carlos, Maria Antonia d'Autriche, et de Maximilien d'Emmanuel, électeur de Bavière. Pendant un moment, il sembla que la longue crise de succession avait été résolue. Mais en 1699, la catastrophe survint. Joseph Ferdinand mourut soudainement, probablement de la typhoïde, à seulement 6 ans, rouvrant complètement la question de la succession d'Espagne. Carlos lutta jusqu'au 1er novembre 1700, surprenant tout le monde en vivant jusqu'à près de 39 ans. Cependant, il avait semé la pagaille juste avant de mourir en désignant son cousin français, Philippe d'Anjou, comme son nouveau successeur. Cela provoqua la guerre de succession d'Espagne à travers l'Europe, opposant Français et Espagnols à une coalition dirigée par les Autrichiens, les Britanniques et les Néerlandais. En tant que reine douairière allemande qui avait clairement soutenu la succession autrichienne, Maria Anna se retrouva dans une position très difficile après la mort de son mari. Elle resta en Espagne et commença à jouer le rôle traditionnel de la veuve, portant du noir et commandant un portrait de deuil, tout en essayant également de cultiver une relation amicale avec le nouveau roi d'origine française, Philippe V, à son arrivée en Espagne. Il fut respectueux et lui accorda une grande pension, mais à mesure que la guerre s'éternisait dans les années 1700, elle devint un énorme fardeau pour le trésor espagnol. À Madrid, des responsables espagnols et français critiquèrent en sa présence, certains la voyant comme une 5e colonne des Habsbourg d'Autriche à la cour d'Espagne. En conséquence, Maria Anna fut exilée à Tolède, où elle mena une vie tranquille. Puis, en 1706, la guerre atteignit le territoire espagnol, tandis que les forces autrichiennes et britanniques traversèrent le pays. Maria Anna fit publiquement part de son soutien à son neveu, l'archiduc Charles, qui s'était emparé de la ville de Tolède et était le candidat autrichien pour succéder à Carlos. Elle fut donc de nouveau exilée par le gouvernement de Philippe V. Elle partit donc au nord des Pyrénées et s'installa dans la ville de Bayonne, dans le sud-ouest de la France, menant une vie d'incertitude, jusqu'à la fin de la guerre de succession d'Espagne, qui prit fin grâce à une série de différents accords de paix signés dans la République néerlandaise entre 1713 et 1714. Finalement, le candidat bourbon Philippe V d'Espagne fut confirmé comme roi d'Espagne. Cela se faisait toutefois à la condition que les couronnes de France et d'Espagne ne soient jamais se réunies sous un seul souverain. Dans le cadre du règlement, les Habsbourg d'Autriche reçurent les Pays-Bas espagnols ainsi que les territoires italiens de l'Espagne, y compris Naples et Milan. Marie-Anne vécut longtemps comme reine douairière après la guerre. Elle continua de résider à Bayonne. Une reine veuve restait généralement dans le pays où elle avait été reine consort après la mort de son mari, donc retourner à Neubourg n'était pas envisagé. Au lieu de cela, elle continua de résider à Bayonne durant les années 1720 et 1730, où elle mena une vie aristocratique, commandant régulièrement des portraits et correspondant avec des femmes issues des maisons ainsi des maisons royales d'Europe. On pense également que Maria Anna aurait épousé clandestinement un roturier local à Bayonne, mais les détails exacts n'ont jamais été complètement établis.
Elle avait plusieurs fois demandé l'autorisation de traverser les Pyrénées pour rentrer en Espagne. Cette demande fut finalement acceptée en 1738 après qu'elle soit tombée malade. Maria Ana se rendit à Pampelune, puis à Guadalajara, où elle mourut au palais de l'Infantado le 16 juillet 1740 à l'âge de 72 ans. Elle n'avait pas d'héritier et laissa tous ses biens à Élisabeth Farnèse, la reine d'Espagne et épouse de Philippe V, qui avait sans cesse plaidé en sa faveur pour qu'elle soit autorisée à revenir en Espagne. Elle fut enterrée à l'Escurial aux côtés de la première épouse de Carlos, Marie-Louise. Sa mort marqua la disparition de la dernière reine d'Espagne de l'époque des Habsbourg. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les épouses et reines de Carlos II d'Espagne. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires ci-dessous, et si vous souhaitez voir plus de vidéos sur les épouses de rois, faites-le moi savoir également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi. Alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.